Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle Diemin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plume Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Plésy. Cédric, tu es directeur scientifique chez WePup Labs et également chercheur et docteur en psychologie. Alors, notre sujet, la santé mentale et l'entreprise. Un cocktail d'équilibre, d'humour et de sagesse pour tous. Ça, c'est sur le papier. Il semblerait malheureusement que la santé mentale occupe beaucoup de place dans notre société humaine. Et cela ne semble pas faiblir. Les chiffres sur la santé mentale en entreprise ne manquent pas ces derniers mois. Et pour cause, la situation ne cesse de se dégrader. En octobre 2023, 2 tiers des actifs confiés avoir fait face à un trouble de santé psychologique. Je trouve ça énorme. Avec pour effet les plus courants des troubles du sommeil, 46%, la fatigue, 40%. Les femmes seraient plus affectées que les hommes, notamment pour des raisons d'abord liées à leur vie professionnelle. Terrible. Et financière. L'usure physique pardon, et psychique entraînerait des troubles musculo-squelettiques, donc ce qu'on appelle les TMS, des cancers, c'est plus embêtant, des violences sexuelles et sexistes, les VSS. L'étude Malakoff de juin 2023 révélait aussi que les jeunes sont plus fragiles psychologiquement et se disent stressés et éprouvés émotionnellement au travail. Un début d'explication au fait que 47% des moins de 34 ans s'avouent désengagés au travail, d'après en tout cas le rapport Actineo. Cédric, Mm. tu es bien plus sachant que moi sur ce sujet-là. Peux-tu nous préciser ce qu'est la santé mentale en entreprise? Alors, bonjour et merci pour cette description des derniers chiffres sur la santé mentale. Ce qu'on entend par santé mentale, ça rentre dans le cadre de la qualité de vie au travail, qui a changé récemment d'ailleurs, qu'on appelle la qualité de vie et des conditions de travail. Donc au même titre que la santé physique ou la santé sociale. Donc c'est vraiment tout le bien-être psychologique, mental, des personnes, des collaborateurs, des employés, dans un contexte professionnel. Ça va être la santé mentale au travail. Donc c'est tout ce qui correspond à comment gérer son stress. Tu l'as dit, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. La prévention de la santé mentale aussi, ça va rentrer dans le compte de la santé mentale quand on parle dans l'entreprise. De la promotion du bien-être. Et toutes les recherches, toutes les études, et tous les cas d'études, je dirais, montrent que ça a un impact vraiment très significatif sur la productivité, sur la satisfaction des employés, et sur le fait qu'ils restent ou qu'ils s'en vont. Surtout, tu l'as dit, les jeunes sont de plus en plus touchés. On a connu et on connaît encore un peu la grande démission, avec la recherche de sens qui est devenue primordiale dans l'entreprise. Et donc, le déficit de santé mentale va tout de suite être lié à pourquoi je reste dans l'entreprise. Pourquoi, si j'ai des conditions de travail qui ne sont pas réunies, pourquoi je reste, pourquoi je ne vais pas voir ailleurs. Parce que la santé mentale devient le facteur numéro un pour ce pourquoi on reste au travail ou pas. Plus Excuse-moi, les problèmes de santé mentale sont-ils vraiment du ressort de l'employeur du coup? Alors oui et non, c'est-à-dire si on a, je sais pas, des problèmes d'addiction, de dépression qui ne sont pas inhérents au travail, l'employeur ne pourra pas faire grand-chose dessus. Mais néanmoins, c'est à l'employeur aussi d'assurer des conditions de travail qui soient pérennes pour les personnes et qui protègent la santé mentale. Donc le travail, on passe quand même un tiers de notre vie au travail quasiment, enfin, hors sup on va dire. Donc le but c'est de soutenir la santé mentale des employés, de collaborer avec des experts en santé mentale aussi, le rôle du psychologue du travail par exemple qui est super important à ce niveau-là, de pouvoir procurer des ressources. Ça va être un centre, le travail, un milieu où on peut avoir des ressources pour protéger la santé mentale. Que ce soit la sensibilisation, des programmes de soutien, des collaborations, de la formation, des managers pour reconnaître les signes de santé mentale, de moins bonne santé mentale. Éviter un peu tout ce qui est ce qu'on appelle
le wellness washing, c'est-à-dire le baby-foot dans la salle de pause en quelque sorte. Parce Oui, que souvent on trouve des solutions qui ne sont pas forcément adaptées, qui ne sont pas forcément évaluées après. Donc oui. l'entreprise a un rôle prépondérant à jouer puisque le travail fait partie de notre vie. Et donc on doit pouvoir, même si on va bien, avoir des ressources pour continuer à être bien et au cas où ça ne va pas, avoir des ressources aussi pour aller mieux. Parce que dans tous les cas, Et c'est un de performance. on parle de lanceur d'alerte, pour le harcèlement, mais finalement l'employeur, c'est un lanceur d'alerte pour la santé mentale aussi, quoi. Oui, complètement, c'est clair. D'ailleurs, du coup, comment reconnaître les signes de cette détresse mentale chez les collaborateurs? C'est pas évident. Les employeurs sont pas des professionnels de santé et encore moins des docteurs, Ce que tu dis, c'est important, il ne faut pas qu'ils soient des psys, hein, au contraire. Le manager ou le directeur doit rester manager ou directeur, hein, ça ne doit pas se substituer à un psy. C'est pour ça que les psys sont importants. Mais on peut repérer chez le collaborateur des changements d'humeur, de comportement, un peu comme tout le monde, hein. Une diminution de la motivation, des personnes qui ont tendance à s'isoler, à ne plus aller dans les événements sociaux d'entreprise, par exemple. Ça peut être des facteurs aussi qui montrent que la personne est santé mentalement bonne ou des conditions de travail qui ne sont pas réunies, donc une baisse de la fameuse QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail qui est en diminution. D'un point de vue plus factuel, ça peut être augmentation des absences, des retards, ça justifie aussi. Difficulté de concentration, maux de tête, tu l'as dit, troubles musculo-squelettiques, troubles du sommeil. Donc l'idée, c'est de pouvoir engager, en voyant ces points-là, une conversation ouverte, bienveillante, pas forcément jugeante, hein, c'est pas le but, de pouvoir détecter un problème de santé. Puis justement, c'est pour ça que je disais que l'entreprise doit être aussi un centre de ressources pour que la personne puisse être insérée dans cette culture d'entreprise qui protège la santé mentale. Et ça, c'est important aussi. et c'est pas uniquement le rôle des ressources humaines, en fait, des services des ressources humaines, c'est C'est une vraiment culture global. d'entreprise à adopter, je pense. C'est surtout ça. Ouais. Alors la santé mentale est forcément affectée par les comportements de harcèlement ou de discrimination, hein, en milieu professionnel. Que faire dans ces cas spécifiques? Alors, pour ce qui est du manager ou du RH ou du directeur qui va avoir un cas de harcèlement, l'idée, c'est d'aller à plusieurs moments. Il faut déjà avoir dans le sens de la culture d'entreprise, une forme de prévention qu'on va appeler primaire du harcèlement, donc de montrer que le harcèlement, rappeler que le harcèlement est interdit, est illégal, que la discrimination l'est aussi, que ce soit par des messages, des formations, de pouvoir avoir des procédures au cas où il y a un harcèlement, que la personne puisse mener enfin, avoir les personnes à qui s'adresser en cas de victime, quand on est victime de harcèlement, je vais arriver. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des procédures très claires et bien communiquées, que les personnes, que les employés soient au courant de ces procédures. Donc ça, faut que ce soit clair, ça dépend des politiques internes, ça dépend de la culture d'entreprise, du domaine d'entreprise aussi. D'avoir des ressources internes, des lignes de téléphone, par exemple, qui peuvent être confidentielles pour la personne, donc, qui sont liées à l'entreprise, mais aussi des numéros externes, hein, mais juste que la personne soit au courant, en fait, c'est ça la prévention. On est au courant des solutions qu'on a pour protéger la santé mentale. Et au cas où il y a une plainte, hein, parce que la personne peut porter plainte, bien sûr, à la fin s'il y a harcèlement, hein. C'est son droit, c'est d'ailleurs gratuit, c'est très efficace maintenant, ça se passe en ligne. D'avoir une enquête impartiale, approfondie en cas de plainte, équitable aussi. Et donc, pour rester dans la prévention, d'avoir une culture d'inclusion, donc en termes de diversité, d'égalité des chances, donc pour limiter la discrimination aussi, donc ça, de l'afficher, et que les personnes se sentent aussi bien dans cette culture d'entreprise. Et le dernier point, je dirais, c'est au cas où il y a des programmes qui sont mis en place de prévention, ce qui est important, c'est de les évaluer aussi, de voir l'impact qu'ils ont eu. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de mettre ça et de checker la case, c'est bon, la QVCT, c'est OK, mais aussi de l'évaluer. Il y a beaucoup d'entreprises qui permettent d'évaluer avec des audits ces programmes de prévention. Oui, justement, j'allais te demander, mais comment peut-on mesurer, non pas les programmes, mais la santé mentale de ces employés? Est-ce qu'il faut la mesurer? Comment? Et est-ce que c'est pas intrusif, finalement d'aller mesurer la santé mentale de ces employés? Ah, c'est toujours difficile parce que forcément, on est de l'ordre de l'intime, on est de l'ordre de l'interne, de ses pensées vraiment intimes. Mais je pense que le travail peut l'évaluer. Alors après, il ne va pas aller aussi loin qu'un psychologue, par exemple. Mais en s'assurant d'une bonne santé mentale des collaborateurs, il va s'assurer d'une bonne motivation, d'un engagement optimal, d'une baisse de l'absentéisme, d'une baisse des retards. Donc en termes de productivité, je veux dire, il faut qu'ils s'intéressent à la santé mentale. Alors après, Oui, comment le faire? Ça, il y a plusieurs solutions. Souvent, on passe par les questionnaires, hein. Je pense qu'on en a tous fait des questionnaires sur la motivation, l'engagement, la santé mentale, en garantissant qu'ils soient confidentiels, que l'anonymat soit préservé, super important, de garantir la confidentialité, de montrer à quoi ça sert, de faire une campagne de prévention, pas juste lâcher le questionnaire et dire remplissez ce questionnaire, on verra ce qui se passe après, d'expliquer pourquoi c'est fait, parce que les employés sont pas bêtes, hein, ils vont comprendre que c'est pour leur bien aussi, donc que c'est pour leur bien de leur santé mentale. Et donc,
Pourquoi pas avoir des entretiens individuels? Je parlais des signes avant-coureurs, tout à l'heure, juste avant, avec l'isolement, avec, les changements d'humeur et de comportement, donc voir si ces entretiens individuels peuvent permettre de détecter les signes de santé mentale, qui est en baisse. Donc ça nécessite une formation des managers, une formation des RH aussi à la santé mentale, pour avoir des témoins directs, ou même des chefs d'équipe, hein, des témoins directs de la santé mentale. Et donc Mmh. d'avoir des indicateurs de performance qui peuvent être aussi des indicateurs de santé mentale, hein, c'est-à-dire en termes de santé et de productivité, des indicateurs qui soient assez sensibles pour montrer que la santé mentale a un effet sur la performance. Mmh mh. Alors tout à l'heure, tu parlais de programmes. Alors mettre en place des politiques, des programmes, des outils spécifiques pour soutenir la santé mentale des employés, c'est top, hein. On a des clients chez Plumenbisk, qui ont fait ça. Heu, mais, faut-il encore le faire quand les employés, le demandent ou que l'on communique sur ce que l'on fait? Parce que sinon, je vois pas très bien l'intérêt de mettre en place des programmes ou des politiques ou encore des outils, si les employés ne demandent rien ou n'en ressentent pas le besoin. Tu en Bah, penses quoi? non, bah, c'est vrai que c'est difficile, hein, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose, notamment quand on parle de santé mentale, donc il faut pouvoir aussi respecter la décision des employés. Souvent dans des campagnes de prévention, on n'a pas 100 des employés qui répondent, hein, aux questionnaires, aux différentes, ça c'est obligé. On sait que ça représente pas tout le monde et que des fois, ça discrimine mal justement les personnes qui se sentent mal et qui veulent pas répondre à ça. Donc ça, c'est encore plus difficile. D'où l'importance de la culture d'entreprise, de sensibiliser, à l'importance de la santé mentale et les bénéfices d'une bonne santé mentale sur l'employé. C'est pas juste avoir des chiffres aveugles de productivité, mais c'est aussi pour que la personne se sente bien et qu'elle puisse avoir toutes les ressources pour aussi être bien dans ses bottes au niveau du travail. Mmh. De montrer que ça aura un impact sur sa motivation, sa performance et donc sur son bien-être de façon générale. Et je dirais de façon générale, il faut avoir toujours une perspective de prévention. C'est-à-dire la prévention, c'est prévenir le problème avant qu'il arrive, de le retarder Ouais. s'il est déjà là et de réduire l'impact du problème s'il est déjà arrivé, s'il y a des problèmes de santé mentale. Donc en gardant cet esprit-là et en gardant cette culture d'entreprise orientée vers la santé mentale, tout le monde sera content. À la fois le manager qui va regarder ses chiffres et à la fois l'employé qui voudra protéger sa santé mentale et se sentir bien au travail. Mmh. Mmh. Pour finir, que conseillerais-tu à nos auditeurs, dirigeants et RH pour lutter ou faire face à la dégradation de la santé mentale, en tout cas annoncée par, pas mal d'études? Quelles mesures peuvent être mises en place par l'entreprise sans des coûts, délirants, qui accompagnent en fait ces mises en œuvre? Et surtout que ces actions ou ces outils réduisent vraiment le stress au travail et favorisent l'équilibre vie privée, vie professionnelle, parce qu'au final, c'est ce qu'on cherche aussi. Non, bah, c'est un des points super importants, l'équilibre vie professionnelle, c'est clair. Mais je pense qu'il faut commencer par la sensibilisation et la formation. Donc sensibilisation des personnes dans l'entreprise à la santé mentale, éducation et formation des managers ou des employés à la protection de la santé mentale aussi. D'encourager le soutien mutuel, donc un environnement de travail qui est assez inclusif, bienveillant, une culture basée sur le mentorat, sur le team building. Alors sans non plus faire que du team building, hein, bien sûr, on sait qu'il y a des cultures très orientées team building aussi. Euh, Promouvoir l'équilibre vie privée publique, ça passe aussi par plus de pauses, des horaires de travail plus flexibles, enfin, selon le besoin bien sûr, hein. Dans un hôpital par exemple, c'est pas les mêmes horaires que dans un bureau, c'est pas les mêmes nécessités aussi. De limiter les heures sup, c'est possible, donc d'avoir cette culture d'entreprise aussi assez flexible. On sait qu'on a eu le télétravail qui est arrivé avec le Covid, qui a tendance en France à repartir assez vite. Donc, voir comment on peut trouver un équilibre entre les deux. Euh, et bien sûr, de fournir des ressources, hein. On sait qu'il y a beaucoup de lignes d'écoute qui peuvent être externes à l'entreprise, hein. Je sais pas, la Croix-Rouge, par exemple, une ligne d'écoute. Le 3919, c'est le numéro sur les VSS dont on parlait tout à l'heure. Et surtout, toujours d'évaluer les programmes d'impact. Parce que c'est grâce à cette évaluation, alors déjà qu'on va réduire les coûts des programmes de prévention, mais aussi qu'on justifiera pourquoi on fait ça. De montrer aux collaborateurs qu'on a fait une campagne de prévention, elle a fonctionné, on a réduit le taux d'absentéisme de 50%, enfin je sais pas, j'imagine. La santé mentale s'est améliorée de 25%. Alors ça ne plaira peut-être pas tout le monde, hein, je dis pas, mais néanmoins ça promeut une culture d'entreprise basée sur la promotion de la santé mentale. Oui, puis ça amène aussi à la transparence finalement on Mm, communique de manière plus transparente, on explique par des chiffres, donc c'est tout de suite beaucoup plus palpable exactement. et crédible aussi et cohérent avec l'ensemble de la culture de l'entreprise que l'on Mm. veut mettre en place en tout cas. Ouais, ouais, c'est sûr. Mmh. De toute façon, ça peut pas plaire à tout le monde. Par exemple, on parlait du baby-foot, moi j'aime pas baby-foot, donc ça marchait pas sur moi. Mais Ouais. l'idée, c'est d'avoir cette Ah culture-là. moi non plus. Voilà. Et de savoir qu'on peut avoir cette culture, on peut aider et que les collaborateurs peuvent s'y référer en cas de problème. Ouais. Bon, cela dit, j'ai quand même déjà joué au baby-foot en entreprise, hein Oui, bah, et je me suis bien marrée. non, c'est très bien, ça marche, j'y pas.
Merci beaucoup Cédric, merci à toi, merci pour toute ton expertise, tes conseils de sage. Notre live se termine. Un grand merci à chacun d'entre vous pour avoir partagé ce moment autour de la santé mentale avec Cédric, avec moi. Nous avons bien noté vos questions. Nous y répondrons dans les prochains jours, prochaines heures. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous Bibuzz, donc tous les mardis à 10h30 sur LinkedIn. Ou bien, si vous n'avez pas pu vous connecter, retrouvez nos articles sur le blog Plumenbis et les replays de nos Bibuzz sur notre chaîne YouTube. Vous avez également un maximum d'informations sur le blog de Whip Up Labs, des vidéos et tout un tas de choses absolument fabuleuses. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Prenez soin de vous. À très vite. À bientôt. Au revoir.